Un jeune milliardaire achète un hôtel abandonné et trouve une fille pauvre au sous-sol avec des jumeaux nouveau-nés. Elle pleure et dit « Nous vivons ici, s'il vous plaît, ne nous jetez pas d'or. » Ce qu'il découvre ensuite vous brisera le cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. De grosses gouttes de pluie s'abattaient lorsque Paul gara sa voiture devant le Grand View Hotel. Le bâtiment de 6 étages, autrefois majestueux, ressemblait maintenant à un géant endormi sous le ciel gris. Le chauffeur de taxi qui l'avait amené de l'aéroport lui avait lancé un regard étrange en entendant la destination. « Êtes-vous sûr que c'est l'endroit, monsieur ? C'est fermé depuis des années. » Paul avait seulement hoché la tête, n'offrant aucune explication. Maintenant, fixant la façade écaillée, il comprenait la confusion du chauffeur. Personne ne s'attendrait à ce qu'un homme en costume italien entre volontairement dans un hôtel abandonné un jour de pluie. Mais Paul Deveau, à 32 ans, avait appris que la vie suivait rarement les attentes. Il ajusta son parapluie et se dirigea vers l'entrée principale. La clé qu'il avait reçue du commissaire-priseur pesait lourd dans sa poche. 3 semaines auparavant, il ignorait même l'existence de cet endroit. Maintenant, c'était le sien. Une autre propriété à ajouter à sa liste déjà longue d'actifs. Le hall était étonnamment intact, protégé des éléments. Une fine couche de poussière recouvrait la réception et le sol en marbre fissuré. Paul passa un doigt sur une petite table d'appoint, traçant une ligne dans la poussière. Le silence était presque tangible, comme si l'air attendait quelque chose. « Ce n'est pas exactement le Ritz, n'est-ce pas ?» murmura-t-il pour lui-même, sa voix résonnant faiblement contre les murs. Son assistante, Diana, lui avait demandé pourquoi il voulait visiter personnellement l'endroit. « Nous pouvons envoyer l'équipe d'évaluation d'abord, vous n'avez pas besoin de vous déranger, » avait-elle soutenu. Mais Paul avait insisté. Peut-être était-il curieux, ou peut-être avait-il juste besoin de sortir du bureau et de faire quelque chose, n'importe quoi, par lui-même. Depuis la mort de sa grand-mère Margaret, 6 mois auparavant, Paul avait l'impression d'observer sa propre vie à distance. Il se réveillait, travaillait, mangeait, dormait, répétait. Les jours se confondaient. Son empire continuait de croître, les actions montaient, les acquisitions se concluaient, les contrats étaient signés. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Margaret avait été la seule constante dans sa vie depuis la mort de ses parents dans un accident quand il n'avait que 5 ans. C'est elle qui l'avait élevé, qui lui avait appris à lire, qui lui avait tenu la main le premier jour d'école, qui avait applaudi le plus fort à sa remise de diplôme. C'est elle qui l'avait serré dans ses bras quand il avait vendu sa première entreprise à 23 ans, murmurant « Je suis fier de toi. Mais souviens-toi que l'argent n'est qu'un chiffre. Ce sont les gens qui comptent vraiment. » Maintenant, elle était partie, et Paul se demandait s'il avait jamais vraiment compris ce qu'elle avait essayé de lui enseigner. Il s'avança plus loin dans le hall, ses pas soulevant de petits tourbillons de poussière. Sur le mur derrière la réception, une grande peinture de travers, une vieille marine, était accrochée de guingois. Pour une raison quelconque, cela lui fit penser aux vacances d'été qu'il avait passées avec sa grand-mère dans une petite ville côtière quand il avait 10 ans. Comment elle souriait chaque fois qu'elle le voyait construire des châteaux de sable, comment elle lui tenait la main quand les vagues devenaient trop fortes. « Concentre-toi, Paul » se murmura-t-il, essayant de repousser le souvenir. Il était ici pour affaire. Le plan était simple, évaluer la structure, décider s'il valait la peine de rénover l'hôtel ou s'il était préférable de le démolir et de construire quelque chose de nouveau. Les chiffres, les projections, le retour sur investissement, ça, il comprenait bien. Dans la poche de son costume, il portait un dossier avec les plans du bâtiment. Il l'ouvrit et étudia les dessins. Le Grand View avait été construit dans les années 1950, un hôtel de taille moyenne qui avait connu des jours meilleurs. 6 étages, 68 chambres, un restaurant, une salle de réception et une petite piscine. Au sous-sol se trouvait la buanderie, les quartiers du personnel et les zones de maintenance. Paul décida de faire une visite rapide des lieux, en commençant par les étages supérieurs et en descendant jusqu'au sous-sol. Il avait besoin d'une idée générale avant l'arrivée de l'équipe technique le lendemain. L'ascenseur, évidemment, ne fonctionnait pas. Paul se dirigea vers la cage d'escalier, montant lentement. À chaque pas, l'obscurité semblait s'épaissir. Il alluma la lampe de poche de son téléphone, éclairant des escaliers drapés de poussière et de toiles d'araignée. Au 6e étage, il ouvrit l'une des chambres. Les meubles étaient toujours là, un lit double, une armoire, un bureau simple. Par la fenêtre, on pouvait voir toute la ville, ses lumières commençant à scintiller alors que le jour déclinait. Ce n'était pas une mauvaise vue.
Avec la bonne rénovation, l'endroit pourrait retrouver un certain charme. En passant devant l'une des chambres du 4e étage, Paul s'arrêta brusquement. Quelque chose dans cette pièce particulière lui semblait familier, bien qu'il ne puisse pas dire pourquoi. Il entra, balayant l'espace avec sa lampe de poche. Elle ressemblait à toutes les autres, lit, armoire, bureau. Mais il y avait quelque chose? Puis il réalisa, les rideaux. Ils étaient bleus avec de petits motifs de bateau, identiques à ceux que sa grand-mère utilisait dans sa chambre d'amis, où il dormait le week-end avant d'emménager définitivement chez elle. Impossible, murmura-t-il. Mais ils étaient là. La même nuance de bleu, les mêmes petits bateaux. Comment pouvait-il être ici, dans un hôtel abandonné à des centaines de kilomètres de la maison de sa grand-mère? Paul s'approcha, touchant le tissu poussiéreux. Un instant, il aurait juré sentir le parfum de Margaret, ce mélange de lavande et de vanille qui l'entourait toujours. Une boule se forma dans sa gorge. « Grand-mère » chuchota-t-il, se sentant immédiatement ridicule. Bien sûr, elle n'était pas là. C'était juste une chambre vide avec des rideaux qui, par coïncidence, ressemblaient aux siens. Rien de plus. Il secoua la tête, revenant à la réalité. Il ne pouvait pas se permettre de devenir sentimental. Il y avait tout un hôtel à inspecter et la lumière du jour diminuait. Les étages intermédiaires ne révélèrent rien de spécial. Au 2e étage, Paul trouva ce qui semblait être la chambre du directeur, un espace plus grand avec un petit salon attenant. Au 1er étage, outre le hall, il y avait le restaurant et la salle de réception, tous deux chargés de poussière et de négligence. Enfin, il était temps de vérifier le sous-sol. La porte menant à l'escalier de service était verrouillée, mais l'une des clés du trousseau qu'on lui avait donné l'ouvrit. L'escalier était encore plus étroit et plus sombre que le principal. Alors qu'il descendait, la température chutait à chaque marche et l'air devenait plus dense et humide. La lampe de poche du téléphone projetait des ombres inquiétantes sur les murs en béton. Paul pouvait entendre le goutte-à-goutte lointain de l'eau quelque part. L'hôtel n'était pas aussi silencieux qu'il l'avait d'abord semblé. Ici, il y avait une symphonie subtile de bruit, de vieilles tuyauteries gémissant, le vent trouvant son chemin à travers des fissures invisibles, de petits craquements dus au tassement de la structure. Le sous-sol était plus grand que ce à quoi Paul s'attendait. Il y avait une buanderie industrielle avec de grosses machines encore drapées de bâches en plastique, une chaufferie énorme et silencieuse, une réserve pour les produits de nettoyage avec des étagères vides et quelques seaux oubliés dans un coin. Et enfin, un couloir étroit qui, selon les plans, menait aux anciens quartiers du personnel. Paul hésita un moment avant d'entrer dans ce couloir. Il y avait quelque chose dans l'air, un pressentiment peut-être, le sentiment que quelque chose d'important l'attendait au-delà de ce passage sombre. Il redressa sa cravate, un geste automatique pour reprendre le contrôle, et avança. Le couloir avait 6 portes, 3 de chaque côté, toutes fermées. Probablement de petites chambres pour le personnel qui vivait trop loin pour faire la navette quotidiennement. Paul commença à les ouvrir une par une, méthodiquement, éclairant de sa lampe des espaces vides et désolés. Quand il atteignit la dernière porte, il l'entendit. Le son était si faible, si inattendu, qu'il pensa un instant l'avoir imaginé. Il s'arrêta, retenant sa respiration pour écouter plus attentivement. Le voilà à nouveau, un sanglot étouffé, le cri immistakable d'un enfant. Le cœur de Paul se mit à battre la chamade. Des enfants? Dans un hôtel abandonné? Peut-être des sans-abri, ou quelque chose de pire. Y a-t-il quelqu'un? Appela-t-il, sa voix résonnant d'une manière qu'elle n'avait pas fait à l'étage. Silence. Puis un bruissement, comme quelqu'un qui bouge rapidement. Paul s'approcha de la porte. « Je ne ferai de mal à personne, » dit-il, gardant un ton calme et ferme. « Je veux juste aider. » Plus de silence. Puis, à peine audible, le son d'une respiration retenue. Avec précaution, il poussa la porte. Elle était coincée et il dut forcer. Les gonds rouillés grincèrent, criant presque dans le silence du sous-sol. Sa lampe de poche balaya la petite pièce. Il y avait un lit simple, une armoire simple, une chaise. Et dans le coin le plus éloigné, recroquevillé contre le mur comme un animal pris au piège, se trouvait une petite fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Ses cheveux bruns étaient emmêlés, sa robe, bien trop grande pour sa silhouette menue, était sale et usée. Ses yeux, immenses dans son visage pâle, étaient fixés sur Paul avec un mélange de peur et de défi. Et elle n'était pas seule. À côté d'elle, enveloppés dans des couvertures, se trouvaient 2 bébés, si petits qu'ils dépassaient à peine du nid de tissu. « Salut » dit Paul, gardant sa voix basse et douce, comme s'il parlait à un oiseau effrayé. « Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je ne te ferai pas de mal. »
Il fit un pas en avant. Instantanément, la fille recula, serrant les bébés contre elle. « Reste loin !» cria-t-elle, sa voix étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. Paul s'arrêta, levant les mains en signe de paix. « Tout va bien, dit-il. Je veux juste aider. Je m'appelle Paul. Et toi ?» La fille se mordit la lèvre, clairement tiraillée entre la peur de cet étranger et l'urgence de s'occuper des bébés. « Claire ?» répondit-elle finalement, presque inaudible. « Claire ?» répéta Paul, offrant un doux sourire. « C'est un joli nom. Ce sont tes petits frères ?» Elle hocha la tête, à contre-cœur. L'un des bébés se mit à gémir et elle le calma automatiquement, faisant preuve d'une habileté surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Il a faim », expliqua Claire, comme si Paul devait comprendre l'urgence. « Et Tom a besoin d'une couche propre. On n'en a plus depuis hier. » Paul essayait de comprendre ce qu'il voyait. Une fillette de 5 ans s'occupant seule de 2 bébés dans un sous-sol froid et humide d'un hôtel abandonné. Comment était-ce possible ? « Claire ? Où sont tes parents ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. Les yeux de la fille se remplirent de larmes et sa lèvre inférieure trembla. Soudain, sa petite poitrine se souleva et en quelques secondes, elle sanglotait, de grosses larmes roulant sur ses joues sales. « On vit ici ? Ne nous obligez pas à partir, s'il vous plaît, supplia-t-elle entre 2 sanglots. Paul sentit quelque chose de glacial lui parcourir l'échine. Clairement, la fille s'attendait à être expulsée, envoyée dans le froid et l'inconnu. Combien de fois cela lui était-il déjà arrivé ? Combien d'endroits avait-elle appelé chez elle pour en être chassée plus tard ? Personne ne va vous expulser, l'assura-t-il, s'accroupissant à son niveau. Je te le promets. Mais j'ai besoin de savoir où sont ta maman ou ton papa. Claire ravala un sanglot, regardant Paul avec une intensité qui lui donna l'impression d'être jugée par quelqu'un de bien plus âgé et sage que 5 ans. Maman s'appelle Sophie, dit-elle enfin, la voix brisée. Elle s'est allongée là-bas hier, et elle ne s'est jamais réveillée. Paul suivit le regard de la fille vers le lit. Il y avait ce qui semblait être un petit monticule de couverture. À première vue, il n'avait rien remarqué d'inhabituel. Puis il réalisa, quelqu'un gisait sous ses couvertures. Quelqu'un qui ne bougeait pas. Le cœur battant, Paul s'approcha du lit. Cette fois, la fille ne protesta pas, elle observait seulement avec des yeux qui semblaient bien trop savants pour son âge. Lentement, Paul écarta une partie de la couverture. Le visage d'une jeune femme apparut. Les yeux clos, la peau pâle, les lèvres légèrement bleues. Il n'avait pas besoin d'être médecin pour savoir qu'elle était partie. Le choc le frappa comme un train de marchandises. Cette femme, Sophie, était morte ici, dans cette pièce sombre et froide, laissant 3 jeunes enfants seuls. Depuis combien de temps la fillette s'occupait-elle de ses frères et sœurs, veillant sur le corps de sa mère, attendant un miracle qui ne viendrait jamais. Il se tourna vers Claire, essayant de contrôler ses émotions. « Claire, tu as été très courageuse, » dit-il en s'accroupissant à nouveau pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers lui. « Mais maintenant, je dois appeler des gens pour aider, d'accord ? Pour s'occuper de ta maman et de vous. » La panique traversa son visage. « Ils vont nous emmener ? Nous séparer ? » « Non, » promit Paul avec plus de conviction qu'il n'en avait probablement le droit. « Je m'assurerai que vous restiez ensemble. Je te le promets. » L'un des bébés se mit à pleurer plus insistamment. Paul regarda les enfants, affamés, effrayés, seuls et prit une décision. « Je vais passer un coup de fil rapide, » dit-il à Claire. « Ensuite, on ira vous chercher à manger, d'accord ?» Il s'éloigna légèrement, mais garda les enfants en vue en sortant son téléphone. Son premier instinct fut d'appeler la police, mais quelque chose l'arrêta. Cela nécessitait de la discrétion, de la sensibilité. Ses enfants avaient déjà subi assez de traumatismes. À la place, il appela Diana, son assistante. « Diana, j'ai besoin d'aide urgente, » dit-il dès qu'elle répondit. « Je suis à l'hôtel et j'ai trouvé... » Il hésita, regardant les enfants. « J'ai trouvé une situation délicate. 3 enfants. Leur mère est décédée. J'ai besoin que tu contactes les services sociaux locaux, mais discrètement. Et envoie quelqu'un acheter des fournitures pour bébés, les materniser, couches, lait, vêtements propres, tout ce dont de jeunes enfants pourraient avoir besoin. Aussi, j'aurai besoin d'un médecin de confiance. Et Diana, à propos de la mère, nous devons gérer ça aussi discrètement que possible. » Diana ne posa aucune question ou l'une des raisons pour lesquelles Paul la gardait comme assistante personnelle. Elle dit simplement « Je serai là dans 30 minutes avec tout. » Pendant qu'il attendait, Paul retourna auprès de Claire et des bébés. Il enleva sa veste de costume et la posa sur les épaules de la fillette,
qui frissonna légèrement à sa chaleur. L'aide est en route, dit-il, s'asseyant par terre près d'elle, mais pas trop près pour qu'elle ne se sente pas menacée. Mon ami va apporter à manger pour toi et les bébés. Claire hocha la tête, toujours méfiante mais visiblement soulagée que quelqu'un prenne les choses en main. Comment s'appellent tes petits frères ? Demanda Paul, essayant de garder un ton léger. Ted et Tom, répondit-elle. Ce sont des jumeaux. Ils ont 9 mois. Et toi, quel âge as-tu ? 5 ans, dit Claire en levant une petite main avec 5 doigts écartés. 5 ans. Pratiquement un bébé elle-même, portant le poids du monde sur ses frêles épaules. Vous vivez ici depuis longtemps ? Claire réfléchit un instant. Depuis que les bébés étaient tout petits. Maman disait que c'était sûr ici. Que personne ne nous trouverait. Cela expliquait pourquoi l'hôtel était relativement intact malgré son abandon. Sophie l'avait probablement gardé verrouillé pour que personne ne découvre qu'ils y vivaient. « Est-ce que maman va aller bien ?» demanda soudain Claire, ses grands yeux pleins d'espoir fixés sur Paul. La question le prit au dépourvu. Comment expliquer la mort à une enfant de 5 ans ? Claire, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Ta maman, elle ne va plus se réveiller. Elle est partie, quelque part très loin. Les yeux de Claire se remplirent de larmes, mais elle ne craqua pas. Elle hocha simplement la tête, comme si elle soupçonnait déjà la vérité. Elle était très fatiguée. Je suis sûr qu'elle s'est battue très fort pour rester avec vous, dit Paul, sentant une boule dans sa gorge. Elle devait vous aimer très fort tous les trois. Claire ne répondit pas, continuant à bercer doucement les bébés. Ils semblaient mal nourris et épuisés, mais miraculeusement vivants. Moins de 30 minutes plus tard, Diana arriva avec un médecin discret de la liste de paie de l'entreprise de Paul et une assistante sociale qui avait été contactée sous couvert de confidentialité. Le médecin examina immédiatement les bébés tandis que Diana déposait des sacs de nourriture, de couches et de vêtements propres par terre à côté de Claire. La fillette observait tout avec un mélange de suspicion et d'espoir. Les bébés sont déshydratés et mal nourris, mais étonnamment stables compte tenu des circonstances, rapporta le médecin à Paul. La fille est également mal nourrie, mais elle s'en est un peu mieux sortie. Ils auront besoin de soins hospitaliers. L'assistante sociale, une femme d'âge moyen nommée Madame Bennett, observait avec des yeux professionnels mais bienveillants. C'est une situation très sensible, dit-elle à Paul lorsqu'ils eurent un moment seuls. Normalement, les enfants seraient placés dans des familles d'accueil séparées pendant que nous enquêtons sur d'éventuels parents qui pourraient assumer la garde. Quelque chose se serra en Paul. Les séparer ? Ils avaient déjà perdu leur mère. Ils ne pouvaient pas se perdre l'un l'autre aussi. Madame Bennett hocha la tête. C'est aussi ma préoccupation. Surtout si l'on considère que la fille aînée s'est occupée des jumeaux. Leur lien est crucial en ce moment. Y a-t-il une alternative ? Demanda Paul. L'assistante sociale l'étudia un instant. Eh bien, si quelqu'un était prêt à assumer la garde temporaire d'urgence des trois pendant que nous enquêtons. Paul n'hésita pas. Je le ferai. Madame Bennett parut surprise. Monsieur Devaux, je comprends votre désir d'aider, mais s'occuper de 3 jeunes enfants, surtout dans des circonstances aussi traumatisantes, n'est pas une décision que l'on prend sur un coup de tête. Ce n'est pas impulsif, répondit Paul, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Je les ai trouvés. Je me sens responsable. Et j'ai les ressources nécessaires pour m'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. L'assistante sociale l'évalua quelques secondes de plus, puis soupira. Nous devrons effectuer des vérifications d'antécédents, inspecter votre domicile pour nous assurer qu'il convient aux enfants, et vous devrez signer de multiples documents. Tout ce qu'il faudra, coupa Paul. Ne séparez pas ces enfants. Pendant qu'ils discutaient des détails, des équipes médicales et policières discrètes arrivèrent pour s'occuper du corps de Sophie. Paul insista pour que Claire ne voie rien de tout cela, alors il la distraya avec Diana en lui montrant les nouveaux vêtements et jouets qui avaient été apportés. Quand il fut temps de partir, Claire attrapa la main de Paul avec une force surprenante pour quelqu'un de si petit. « Où allons-nous » demanda-t-elle, les yeux toujours lasses. Paul s'agenouilla devant elle. « Nous allons chez moi. C'est grand et il y a beaucoup de place pour vous trois. Vous resterez ensemble ? Je te le promets. » Claire le regarda, puis les jumeaux qui étaient pris en charge par des infirmières. « Est-ce qu'on reviendra ici après ?» Paul pensa à la pièce froide et sombre, à la mère qui ne reviendrait jamais, à l'enfance que ses enfants avaient presque entièrement perdue. « Non, Claire. Tu n'auras plus jamais besoin de revenir dans cet endroit.
Alors qu'il quittait l'hôtel abandonné où Paul portant Claire dans ses bras, les jumeaux soigneusement transportés par le personnel médical, il sentit un poids s'installer sur ses épaules. Ce n'était pas un poids désagréable, réalisa-t-il. C'était le poids de la responsabilité, de la connexion. Pendant des mois, depuis le décès de sa grand-mère, Paul s'était senti vide, comme si une partie de lui était morte avec elle. Maintenant, en tenant cet enfant effrayé qui avait fait preuve de plus de courage que la plupart des adultes qu'il connaissait, il ressentait quelque chose de différent. Quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir à nouveau sitôt, un but. Dans la voiture, en route vers l'hôpital où les jumeaux recevraient les soins dont ils avaient besoin avant d'aller chez Paul, Claire finit par s'endormir, épuisée par la peur et une trop grande responsabilité. Sa petite main agrippait la chemise de Paul, comme si elle avait peur qu'il disparaisse comme sa mère l'avait fait. Paul regarda son visage endormi et fit une promesse silencieuse. Non seulement à Claire et à ses frères, mais aussi à lui-même, d'une certaine manière, à sa grand-mère. Ses enfants ne seraient plus jamais seuls. Ils ne connaîtraient plus jamais l'abandon, la peur ou la faim. Et peut-être, juste peut-être, en s'occupant d'eux, pourrait-il retrouver ce qu'il avait perdu à la mort de Margaret, un sentiment de famille, d'appartenance. L'écho dans les couloirs vides de sa propre vie pourrait enfin être rempli par autre chose que le silence. La voiture de Paul s'engagea dans l'entrée des urgences de l'hôpital Saint-Andrew Memorial, où une équipe médicale les attendait déjà. Diana avait téléphoné à l'avance pour s'assurer qu'ils recevraient une attention immédiate. Les jumeaux, toujours endormis dans des couvertures arrangées à la hâte, furent délicatement transférés sur des brancards pour nourrissons. Claire, s'accrochant toujours à la main de Paul, observait avec de grands yeux anxieux. « Est-ce qu'ils iront bien ?» demanda-t-elle, la voix à murmure. « Oui », la rassura Paul en lui serrant doucement la main. « Ce sont de très bons médecins. Ils vont prendre soin de tes petits frères. Et de toi aussi. » Une médecin d'âge moyen s'approcha, se présentant comme le docteur Patel, chef de pédiatrie. Son sourire était aimable, bien que ses yeux évaluent les enfants avec la précision clinique de quelqu'un évaluant immédiatement leur état. « Nous allons les emmener faire quelques tests, » expliqua-t-elle. « Vous pouvez nous accompagner. » Les heures suivantes furent un tourbillon de procédures médicales, de formulaires et de conversations à voix basse. On découvrit que les jumeaux étaient déshydratés et mal nourris, mais stables compte tenu des circonstances. Claire, bien que mince et manquant manifestement de soins appropriés, était en meilleure forme que ses frères. « C'est extraordinaire, docteur Patel », commenta Paul alors qu'il regardait Claire être pesée par une infirmière. « Cette fille a maintenu en vie 2 nourrissons dans des conditions que beaucoup d'adultes auraient trouvées impossibles. » Paul hocha seulement la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il pensa à la mère des enfants, une femme qui avait appris à sa fille de 5 ans à s'occuper de bébés jumeaux avec une telle efficacité qu'ils avaient survécu même après sa mort. Quel amour et quel désespoir se cachaient derrière cette leçon. Après consultation avec Madame Bennett, l'assistante sociale, il fut décidé que les enfants n'auraient pas besoin d'être admis pour un long séjour. Ils recevraient des suppléments vitaminiques, un régime spécial et des suivis médicaux réguliers, mais ils pouvaient rentrer à la maison pour l'instant. La maison serait celle de Paul, du moins temporairement. « Nous avons quelques vêtements de base et des fournitures pour vous », expliqua Paul à Claire alors qu'ils attendaient les derniers papiers. « Et demain, nous achèterons tout ce dont vous avez besoin d'autre. » Claire, assise sur la table d'examen, les jambes pendantes, hocha sérieusement la tête. Ses yeux ne quittaient jamais ses frères très longtemps, comme si elle avait peur qu'ils disparaissent si elle ne les surveillait pas. « On va vivre dans ta maison ? » « Oui, au moins pour l'instant, » répondit Paul. « C'est une grande maison, monsieur, avec beaucoup de place pour vous 3. » La fille réfléchit un instant. « C'est loin d'ici ? » « Pas trop loin. Environ 20 minutes de route. » Claire sembla soit satisfaite, soit résignée. Paul réalisa qu'elle n'avait probablement jamais eu le luxe de questionner les adultes. Elle avait dû apprendre très tôt que protester changeait rarement son sort. 1 heure plus tard, ils étaient de retour dans la voiture. Les jumeaux, maintenant propres, nourris et vêtus de nouveaux vêtements fournis par l'hôpital, dormaient dans des sièges bébés empruntés. Claire regardait par la fenêtre, observant les rues et les quartiers qui défilaient. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant la maison de Paul, la fille ne put cacher son étonnement. Ce n'était pas ostentatoire, mais une propriété élégante dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Un monde entièrement différent du sous-sol sombre et humide où ils avaient été trouvés. « Nous sommes arrivés », annonça Paul, essayant d'avoir l'air décontracté. Avec l'aide des infirmières engagées par Diana, ils transportèrent les jumeaux toujours endormis et entrèrent dans la maison.
Paul observa le visage de Claire alors qu'elle découvrait tout, le large hall d'entrée, les parquets polis, le grand escalier menant au deuxième étage, les œuvres d'art sur les murs, l'éclairage doux mais abondant. « Toute cette maison est à toi ?» demanda-t-elle finalement d'une petite voix pleine d'incrédulité. « Oui, je vis seule » répondit Paul. « Enfin, ma gouvernante, Martha, est là aussi, mais elle est en congé cette semaine. » En vérité, Paul avait donné à Martha un congé payé, devinant qu'elle pourrait ne pas bien réagir à l'invasion soudaine d'enfants dans sa maison méticuleusement entretenue. Paul fit visiter à Claire le salon avec ses baies vitrées, la cuisine spacieuse, la salle à manger formelle qu'il utilisait rarement, le bureau où il passait le plus clair de son temps lorsqu'il était à la maison. Au deuxième étage, il lui montra la suite parentale et 3 chambres d'amis, tout élégamment décorées mais clairement inutilisées. « Laquelle sera notre chambre ?» demanda Claire, regardant autour d'elle avec lassitude, comme si elle avait peur de toucher ou de casser quelque chose. Paul réalisa qu'il n'y avait pas pensé. Il y avait assez de chambres pour que chaque enfant en ait une, mais quelque chose lui disait que ce ne serait pas juste, pas après tout ce qu'ils avaient vécu. « Je pense que celle-ci pourrait être bien pour vous 3, au moins pour l'instant, » suggéra-t-il, indiquant la plus grande chambre d'amis, adjacente à la sienne. « Qu'en penses-tu » Claire entra avec hésitation, ses petits doigts effleurant la couette en soie du lit queen size, testant sa texture. « C'est vraiment doux, » observa-t-elle, presque pour elle-même. « Mais nous avons besoin de berceaux pour les bébés, » réalisa Paul à voix haute. « Pour ce soir, nous devrons peut-être improviser. » De grands tiroirs, suggéra Claire promptement. Maman utilisait de grands tiroirs garnis de couvertures quand ils étaient nouveau-nés. Paul ressentit un pincement au cœur en imaginant cette mère désespérée essayant d'élever 3 enfants avec si peu de ressources. « Des tiroirs, oui, c'est une bonne idée, » approuva-t-il. « Voyons si nous en avons qui feront l'affaire. » Avec l'aide des infirmières, ils transformèrent 2 grands tiroirs d'une vieille commode en berceaux improvisés, les garnissant de couvertures douces. Claire supervisa avec le sérieux d'une mère chevronnée, indiquant exactement comment les couvertures devaient être pliées. « Ils aiment être bien emmaillotés, » expliqua-t-elle. « Pour se sentir en sécurité. » Les jumeaux se réveillèrent presque simultanément, comme synchronisés. L'un d'eux, Ted, identifia Claire, se mit à pleurer bruyamment. « Il a faim », annonça Claire avec confiance, comme si elle avait entendu ce cri des centaines de fois. L'une des infirmières prépara les biberons selon les instructions diététiques de l'hôpital. Paul observa, fasciné, Claire testait la température du lait sur son poignet avec l'efficacité d'une mère expérimentée. « C'est bon », confirma-t-il. Paul prit Ted, un peu maladroitement, sous l'œil vigilant de Claire, et essaya de le nourrir. Le bébé s'agita, détournant la tête du biberon. « Pas comme ça », le corrigea Claire gentiment. « Tu dois le tenir plus haut, avec sa tête ici. » Elle réarrangea les bras de Paul pour former un meilleur angle. Suivant les directives de la petite experte, Paul réussit enfin à faire accepter le biberon à Ted. Le petit garçon téta goulûment, les yeux fixés sur le visage de l'adulte qui le nourrissait. « Tu fais bien », approuva Claire, observant la scène pendant que l'autre infirmière s'occupait de Tom. Après avoir été nourris, changés et apaisés, les jumeaux s'endormirent à nouveau dans leurs berceaux improvisés. Claire, bien que visiblement épuisée, luttait contre le sommeil, insistant sur le fait qu'elle devait veiller sur ses frères. « Tu as besoin de te reposer aussi, » dit Paul doucement. « Ça a été une très longue journée. » La fillette hésita, regardant le grand lit qui semblait l'intimider par son confort. Après un moment, elle attrapa l'une des couvertures supplémentaires et l'étendit par terre entre les 2 tiroirs. « Je dormirai ici, » annonça-t-elle. « Comme ça, je pourrai entendre s'il pleure. » Paul voulut protester, lui dire que le lit était bien plus confortable et que les infirmières surveilleraient les jumeaux pendant la nuit, mais quelque chose dans son regard déterminé l'arrêta. Elle avait besoin de ce sentiment de contrôle, de cette responsabilité. Cela faisait partie de qui elle était maintenant. « D'accord, » accepta-t-il. « Mais si tu changes d'avis, le lit est juste là. » Il l'aida à s'installer par terre, s'assurant qu'elle ait assez de couverture. Claire se recroquevilla comme un petit cocon, ses yeux déjà lourds du sommeil qui la gagnait enfin. « Bonne nuit, Claire, » dit Paul doucement. « Je suis dans la chambre d'Axe en grave côté si tu as besoin de quoi que ce soit. »« Bonne nuit, » répondit-elle, sa voix déjà pâteuse par le sommeil imminent. Paul s'attarda près de la porte quelques minutes, observant les 3 enfants, les jumeaux dans leurs berceaux improvisés, Claire par terre entre eux, tous endormis maintenant, en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Il sentit quelque chose gonfler en lui, une émotion qu'il ne pouvait pas nommer entièrement. La responsabilité, certainement.
L'inquiétude, inévitablement. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Le lendemain matin, Paul se réveilla tôt après une nuit agitée. Il vérifia les enfants avant de faire quoi que ce soit d'autre. Les jumeaux dormaient encore, mais l'endroit où Claire s'était allongée était vide. Paniquant momentanément, il se demanda si elle s'était enfuie, mais il la trouva bientôt dans la cuisine, parlant sérieusement avec l'infirmière de nuit de la préparation des biberons de ses frères. « Bonjour, dit Paul. As-tu bien dormi ?» Claire hocha la tête. Le sol est plus doux que celui de l'hôtel. La simplicité de cette déclaration frappa Paul comme un coup de poing. Pour cet enfant, un sol relativement confortable était un luxe digne d'être noté. Après le petit déjeuner céréales avec du lait pour Claire, café noir pour Paul, formule spéciale pour les jumeaux, il était temps de déterminer leur nouvelle routine. « Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui, » annonça Paul. « Nous devons acheter de vrais berceaux, des vêtements à ta taille, des jouets, des livres. » Claire leva les yeux de ses céréales, confuse à la mention de jouets. Paul ressentit une pointe de tristesse, réalisant que les jouets n'avaient probablement jamais fait partie de son expérience limitée. Diana arriva peu après, amenant une décoratrice d'intérieur et une liste de magasins pour enfants haut de gamme. Paul donna des instructions précises, il voulait que la chambre des enfants soit transformée d'ici la fin de la journée, avec des berceaux sûrs, des meubles appropriés et tout ce dont 3 enfants pourraient avoir besoin. Et des jouets, insista-t-il. Beaucoup de jouets. Pendant que la décoratrice mesurait la pièce et prenait des notes, Paul, Claire et les infirmières emmenèrent les jumeaux faire les magasins. Le premier arrêt fut un magasin de vêtements pour enfants où Paul laissa Claire choisir quelques articles pour elle-même. La fille semblait visiblement mal à l'aise avec cette tâche. « Je ne sais pas quoi choisir, » admit-elle doucement. « Quelle couleur aimes-tu » demanda Paul, essayant de l'aider. Claire haussa les épaules, regardant autour d'elle comme si la question était une sorte de test. « N'importe quelle couleur ?» Il réalisa qu'elle n'avait probablement jamais eu la chance de choisir quoi que ce soit dans sa vie, pas même la couleur d'un t-shirt. « Nous allons essayer plein de choses, » suggéra-t-il, et voir ce qui te va le mieux. Progressivement, par essai et erreur, ils découvrirent que Claire préférait le violet au rose, les pantalons aux robes et les t-shirts avec des animaux plutôt que des princesses. Chaque petite découverte sur ses préférences ressemblait à un trésor pour Paul, une autre pièce du puzzle qu'était cette extraordinaire petite fille. Après le magasin de vêtements, ils visitèrent un grand magasin de jouets. Paul n'oublierait jamais l'expression de Claire en entrant dans ce monde coloré et bruyant. Ses yeux s'ouvrirent si grands qu'ils semblaient occuper la moitié de son visage, et sa bouche forma un petit O d'émerveillement. « Je peux jeter un coup d'œil » demanda-t-elle, hésitante. « Bien sûr, » répondit Paul. « Et tu peux choisir tout ce que tu veux. » Claire marcha lentement dans les allées, touchant les jouets avec révérence. Elle s'arrêta timidement devant une étagère d'ours en peluche, en prenant un de taille moyenne à la fourrure brune et douce. « Celui-ci est joli » murmura-t-elle en le caressant doucement avant de le reposer. « Voudrais-tu l'emporter à la maison » demanda Paul. Claire parut surprise par la question. « Je peux ?»« Tu peux choisir tout ce que tu veux » répéta Paul. « C'est pour ça que nous sommes ici. » Lentement, presque avec méfiance, Claire reprit l'ours, le serrant contre sa poitrine. Son premier jouet, choisi par elle-même. Paul sentit des larmes lui piquer les yeux. 2 heures et de nombreux sacs de courses plus tard, ils rentrèrent à la maison, où la décoratrice et son équipe travaillaient à plein régime. Paul emmena Claire et les jumeaux dans le salon, où ils déjeunèrent pendant que la transformation avait lieu à l'étage. En fin d'après-midi, la décoratrice annonça qu'elle avait terminé. Paul prit Claire par la main et la conduisit à la chambre, suivi par les infirmières portant les jumeaux. La transformation était remarquable. Ce qui avait été une chambre d'amis élégante mais impersonnelle était maintenant un espace magique. Les murs avaient été peints d'un aqua doux avec des autocollants d'étoiles phosphorescentes. 2 berceaux de haute qualité étaient positionnés côte à côte près de la fenêtre. Le lit de Claire avait maintenant un baldaquin lavande clair. Un tapis doux et coloré recouvrait une partie du sol, créant un espace de jeu parfait. Il y avait aussi une étagère remplie de livres pour enfants, des jouets soigneusement organisés dans des bacs de rangement lumineux et une commode pleine de nouveaux vêtements. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux balayant chaque centimètre de la pièce nouvellement transformée. « C'est pour nous ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Tout est à vous » confirma Paul. Elle fit quelques pas hésitants à l'intérieur, touchant le baldaquin du lit, regardant les jolis berceaux, prenant un livre sur l'étagère. « Merci »
dit-elle simplement, mais ses yeux en disaient bien plus que le mot ne pouvait le contenir. Au cours des semaines suivantes, une routine s'installa. Paul apprit à s'occuper des jumeaux, faisant de fréquentes erreurs. Couche mise à l'envers, biberon renversé, bain qui le laissait plus mouillé que les bébés. Claire observait ses efforts avec un mélange d'amusement et d'inquiétude, offrant des conseils étonnamment utiles. « Tu dois le bercer comme ça après avoir mangé », démontra-t-elle la technique correcte pour faire le roi à Ted. « Et Tom n'aime pas qu'on lui essuie les oreilles, fais attention. » Paul suivait humblement ses instructions, émerveillé par le savoir intuitif de cet enfant de 5 ans. « Tu es une excellente enseignante, Claire », la complimentait-il souvent. Peu à peu, Claire commença à s'autoriser à être une enfant. Au début, ce furent des moments fugaces. Un sourire lorsqu'elle découvrit à quel point il était amusant de sauter sur le lit moelleux, un gloussement lorsque Paul utilisait des voix idiotes en lisant des histoires. Puis des périodes plus longues de jeux insouciants. Construire des tours avec des blocs colorés, dessiner avec des crayons de couleur, serrer ses nouveaux ours en peluche dans ses bras avant de se coucher. Paul réorganisa complètement sa vie. Les réunions furent annulées ou déplacées en ligne, les projets furent délégués. Les matinées, autrefois consacrées aux appels téléphoniques importants et à l'examen des contrats, étaient maintenant remplies par le nourrissage au biberon, les changements de couche et la lecture de livres pour enfants. Curieusement, il se sentait plus productif pendant les courtes périodes qu'il consacrait encore au travail. Il n'y avait pas de temps pour microgérer ou obséder sur la perfection. Madame Bennett, l'assistante sociale, venait régulièrement pour observer l'adaptation des enfants et évaluer l'environnement. Toujours discrète et professionnelle, elle posait des questions, vérifiait les documents et parlait en privé avec Claire. Après une de ces visites, alors que Claire dormait déjà, Madame Bennett s'assit avec Paul dans son bureau. « Je dois dire que je suis impressionnée, Monsieur Deveau », commença-t-elle. « Les enfants s'adaptent remarquablement bien, compte tenu de tout. Claire, en particulier, montre une récupération émotionnelle que je ne m'attendais pas à voir si tôt. »« Je fais de mon mieux », répondit simplement Paul. « Je le vois bien », acquiesça Madame Bennett. « Ce qui m'amène à une question. Quelles sont vos intentions à long terme ?» Paul marqua une pause, réalisant qu'il s'agissait d'une question cruciale. Tout avait commencé comme une réponse instinctive à une urgence, un geste humanitaire. « Mais maintenant, je veux les garder avec moi », répondit-il honnêtement. « Définitivement, si possible. »« Vous parlez d'adoption ?» Le mot n'avait jamais été prononcé auparavant, mais dès qu'il l'entendit, Paul sut que c'était exactement ce qu'il voulait. « Oui. L'adoption. » Madame Bennett l'étudia un instant. « C'est un processus complexe, Monsieur Deveau. Surtout pour un homme célibataire sans expérience parentale préalable. Et nous essayons toujours de localiser d'éventuels parents qui pourraient assumer la garde. Mais, si nous ne trouvons personne, alors vos chances seraient raisonnables, concéda-t-elle. Vous avez les ressources, la stabilité, et il y a déjà un lien évident entre vous et les enfants. » Cette nuit-là, après le départ de Madame Bennett, Paul vérifia les enfants avant d'aller se coucher. Les jumeaux dormaient paisiblement dans leur berceau, et Claire, enfin convaincue de dormir dans le lit plutôt que par terre, était emmitouflée dans ses couvertures, serrant l'ours en peluche brun qu'elle avait choisi au magasin de jouets. Debout dans l'embrasure de la porte, observant les 3 enfants endormis, Paul fut frappé par une réalisation claire, cristalline. La maison, autrefois simple lieu où il dormait et travaillait, était devenue autre chose. Ses murs, autrefois témoins silencieux de sa solitude, résonnaient maintenant de rires enfantins, de pleurs occasionnels, de conversations et d'histoires du soir. Ce qui avait commencé comme une réponse d'urgence, une réaction instinctive à une tragédie, était devenu la chose la plus significative qu'il ait jamais faite. Il ne pouvait plus imaginer la maison sans ses enfants. Sans le sourire hésitant de Claire, le babillage des jumeaux, le joyeux désordre des jouets dans le salon, les petites piles de vêtements aux couleurs vives dans la buanderie. Il ne pouvait pas imaginer sa vie sans eux. Avec cette certitude dans son cœur, Paul ferma doucement la porte de la chambre des enfants et se rendit dans la sienne, où son ordinateur portable était ouvert sur une page listant les exigences légales pour l'adoption. Il savait que la route serait longue, mais pour la première fois depuis la mort de sa grand-mère, il sentait qu'il avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre de toutes ses forces. La maison qui était autrefois la sienne seule avait changé, tout comme lui. Maintenant, c'était vraiment un foyer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Paul avait trouvé les enfants dans le sous-sol de l'hôtel. 21 jours qui semblaient à la fois une éternité et un clin d'œil.
La routine, autrefois si prévisible, était maintenant ponctuée de petites découvertes quotidiennes et de moments inattendus qui remplissaient la maison autrefois silencieuse d'un véritable sens de la famille. Les jumeaux, Ted et Tom, étaient méconnaissables. Ils n'étaient plus les bébés mal nourris et léthargiques que Paul avait découverts. Avec une nutrition adéquate, des soins médicaux et beaucoup d'affection, ils avaient pris du poids, des couleurs sur les joues et une énergie qui surprenait tout le monde. Ted, le plus calme des deux, avait découvert la joie de rouler sur le tapis épais du salon, tandis que Tom, plus vocal, s'entraînait à ses premiers babillages qui ressemblaient presque à des mots. Claire, quant à elle, s'épanouissait lentement, comme une plante restée trop longtemps à l'ombre et trouvant enfin le soleil. Elle avait encore des moments de sérieux intenses, des moments où ses yeux devenaient lointains et Paul savait qu'elle revivait des pertes qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Mais il y avait aussi des sourires plus fréquents, des questions curieuses sur le monde qui l'entourait, et même des rires occasionnels lorsque quelque chose la ravissait de manière inattendue. La soirée avait été paisible. Les jumeaux s'étaient endormis sans l'agitation habituelle de Tom. Claire avait passé du temps à dessiner avec ses nouveaux crayons de couleur, créant une famille d'ours vivant dans une maison bleue aux fenêtres jaunes. Maintenant, après un bain chaud, vêtue d'un pyjama violet, sa couleur préférée pour toujours, elle s'installait dans son lit. C'était le moment préféré de Paul, lire une histoire du soir à Claire. Elle avait choisi un livre sur une famille de lapins qui vivait des aventures dans la forêt, l'un de ses favoris. Paul s'assit sur le bord du lit et commença à lire, faisant des voix différentes pour chaque personnage, comme il savait qu'elle aimait. Claire écoutait attentivement, les yeux suivant les illustrations, demandant parfois des mots qu'elle ne reconnaissait pas. Progressivement, ses paupières s'alourdirent et Paul remarqua que le sommeil était proche. Il ferma doucement le livre en arrivant à la fin de l'histoire. « Je pense qu'il est temps de dormir », dit-il en l'abordant. Elle hocha la tête, mais au lieu de se blottir immédiatement comme d'habitude, elle fixa le plafond où scintillaient de petites étoiles phosphorescentes. « Tout va bien ?» demanda Paul, remarquant son hésitation. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle organisait ses pensées. Puis, sans le regarder directement, elle demanda d'une voix petite mais claire, « Si quelqu'un veut nous emmener, est-ce que tu peux dire qu'on veut rester avec toi ?» La question frappa Paul comme un coup physique. Son cœur martela dans sa poitrine. C'était la première fois que Claire exprimait explicitement le désir de rester avec lui, que leur arrangement temporaire devienne quelque chose de plus. Jusqu'à présent, elle avait simplement pris chaque jour comme il venait, ne s'autorisant jamais la vulnérabilité de vouloir quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Paul serra sa petite main dans la sienne, sentant une oppression dans sa gorge. Il voulait dire oui immédiatement, qu'il ferait n'importe quoi pour les garder, qu'il ne pouvait pas imaginer la vie sans eux. Mais il ne trouvait pas les mots. L'énormité de ce qui était en jeu ou la vie de ses 3 enfants, son propre cœur, le rendit momentanément sans voix. Claire attendit, les yeux maintenant fixés sur lui, essayant de lire son expression dans la pénombre. Paul serra doucement sa main, espérant transmettre par le toucher ce qu'il ne pouvait pas encore dire à voix haute. « Dors bien, Claire », réussit-il finalement à dire en lui embrassant le front. « On en reparlera demain. » La fille sembla accepter sa réponse, ou du moins sentit qu'il n'y avait pas de rejet. Elle se tourna sur le côté, serrant l'ours en peluche dont elle ne se séparait jamais, et ferma les yeux. Paul resta jusqu'à ce que sa respiration se régularise, indiquant qu'elle s'était endormie. Il quitta la chambre, laissant la porte entr'ouverte, comme elle aimait, et se dirigea vers son bureau. Il s'enfonça dans le fauteuil près de la fenêtre, celui qui avait appartenu à sa grand-mère et qui était l'une des rares choses qu'il avait gardées de sa maison. Margaret. Sa grand-mère. La femme qu'il avait élevée après la mort prématurée de ses parents, qu'il avait accueillie dans sa maison et dans son cœur sans hésitation, réorganisant toute sa vie pour devenir la mère dont il avait besoin. Les souvenirs l'envahirent par vagues. Margaret lui lisant des histoires avant de dormir, tout comme il le faisait maintenant avec Claire. Margaret lui tenant la main le premier jour d'école, quand il était terrifié d'être loin d'elle. Margaret applaudissant chaque petite réussite, chaque bonne note, chaque compétition de natation. Margaret, âgée mais fière, à sa remise de diplôme universitaire, lui disant que ses parents auraient adoré voir l'homme qu'il était devenu. Paul ferma les yeux, une larme s'échappant. Maintenant, pour la première fois, il comprenait vraiment ce que sa grand-mère avait fait pour lui. Ce n'était pas seulement fournir un abri, de la nourriture ou une éducation, bien que tout cela fût essentiel. C'était l'amour inconditionnel, une présence constante, les mains qui étaient toujours là pour tenir la sienne dans les moments difficiles. Les mains qui prennent soin. Maintenant, ses propres mains prenaient soin de Claire, Ted et Tom.
Des mains apprenant à changer des couches, à chauffer des biberons à la bonne température, à essuyer des larmes, à applaudir de petites victoires. Des mains qui, réalisa-t-il, ne pouvaient plus les lâcher. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé les enfants, Paul s'autorisa à nommer ce qu'il ressentait. De l'amour. C'était l'amour qui emplissait sa poitrine chaque fois que Ted souriait en le voyant entrer dans la pièce. L'amour qui réchauffait son cœur quand Tom se blottissait dans ses bras après avoir mangé. L'amour qui lui serrait la gorge chaque fois que Claire essayait avec grand sérieux de lui apprendre la meilleure façon de plier les vêtements du bébé. C'était l'amour, à la fois terrifiant et merveilleux. Tôt le lendemain matin, Paul se réveilla. Il avait pris une décision pendant la nuit, après des heures à se tourner et se retourner, pensant à la question de Claire et à tout ce qu'elle signifiait. En préparant le petit déjeuner ou purée de fruits pour les jumeaux, crêpes pour Claire et lui-même, il appela Diana. « Annule tous mes rendez-vous externes pour les prochains jours », dit-il dès qu'elle répondit. « Et organise une réunion avec le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille que nous puissions trouver. Aujourd'hui si possible. » Diana, toujours efficace, ne le questionna pas. « Bien sûr, monsieur Devaux. Puis-je demander de quoi il s'agit, afin que je puisse informer l'avocat ?»« Adoption, » répondit Paul, ressentant une certitude qu'il éprouvait rarement dans d'autres domaines de sa vie. « Je veux lancer la procédure d'adoption pour les enfants. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis Diana parla, sa voix habituellement professionnelle soudainement chaleureuse. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur. Et si je puis me permettre, je pense que c'est une merveilleuse décision. » Paul raccrocha juste au moment où Claire entrait dans la cuisine, toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés, se frottant les yeux endormis. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant à table où sa place était déjà mise avec un verre de jus d'orange et des couverts en plastique coloré. « Bonjour, marmotte », taquina Paul en posant une crêpe dans son assiette. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, prenant sa fourchette. Elle semblait plus silencieuse que d'habitude, et Paul soupçonna qu'elle s'inquiétait de la conversation de la nuit dernière, de la question qu'elle avait posée et du fait qu'il n'avait pas répondu directement. Les jumeaux les rejoignirent bientôt, amenés par la nounou qui aidait maintenant le matin. Ted et Tom furent installés dans leur chaise haute et le défi quotidien de les nourrir, toujours chaotique, commença. Ce n'est que lorsque tout le monde eut fini et que les jumeaux jouaient sur leur tapis d'éveil dans la pièce adjacente que Paul vit sa chance de parler à Claire. « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé hier soir ?» commença-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Claire se tendit immédiatement, les yeux fixés sur ses mains. « Oui », dit-elle presque inaudiblement. « Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout de suite », continua Paul. « Ta question était très importante et je voulais être sûr de ma réponse. » Claire leva le regard, son expression prudente mais pleine d'espoir. « Alors, c'est quoi ?» Paul prit une profonde inspiration. « Oui. Si quelqu'un essaie de vous emmener, je vais dire non. Je vais faire bien plus que simplement dire ça. Vous trois, vous voulez rester avec moi. Et moi, je veux que vous soyez ici avec moi. Pour toujours. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, et un instant, Paul craignit d'avoir été trop direct, de lui imposer un fardeau trop lourd sur ses petites épaules. « Pour toujours » murmura-t-elle. « Comme une vraie famille ?»« Exactement. Comme une vraie famille » répondit Paul, sentant sa gorge se serrer. « Si toi, Ted et Tom le voulaient, bien sûr. » Claire resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Puis, dans un mouvement qui surprit complètement Paul, elle se jeta sur lui, enroulant ses bras autour de lui fermement. « On le veut », dit-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « On le veut vraiment. » Paul la serra en retour, clignant des yeux pour retenir les larmes qu'il refusait de cacher. Ce moment concernait ses émotions à elle, pas les siennes. Son espoir, enfin autorisé à s'épanouir. « Alors c'est ce que nous ferons », promit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Je commence le processus aujourd'hui. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Paul se plongea tête baissée dans le processus complexe d'obtention de la garde légale temporaire, première étape vers l'adoption formelle. Il y eut d'innombrables formulaires, entretiens et visites à domicile à organiser. Madame Bennett, l'assistante sociale supervisant le cas, se révéla une alliée précieuse. Bien que maintenant toujours son professionnalisme, elle semblait sincèrement favorable à ce que les enfants restent avec Paul. « Je vois rarement une adaptation aussi réussie », observa-t-elle lors d'une de ses visites. Claire fait des progrès émotionnels remarquables et les jumeaux s'épanouissent. Mais le plus important, c'est qu'il y a un lien évident entre vous.
L'avocat spécialisé en droit de la famille engagé par Paul, un homme d'âge moyen nommé Robert Mills avec des décennies d'expérience dans les affaires d'adoption, était également optimiste. Nous avons quelques avantages, expliqua-t-il lors d'une réunion pour examiner les documents. Votre situation financière est évidemment un plus. Votre domicile et votre style de vie offrent la stabilité. Le rapport de l'assistante sociale est extrêmement positif. Et le fait que les enfants soient déjà sous votre garde, s'adaptant bien, pèse lourdement en votre faveur. Et les inconvénients potentiels ? Demanda Paul, toujours pragmatique. Être célibataire sans expérience préalable dans l'éducation des enfants pourrait soulever quelques questions, mais ce n'est rien que nous ne puissions aborder, répondit Mills. La clé est de continuer à documenter les progrès des enfants sous votre garde et de démontrer votre engagement à long terme pour leur bien-être. Alors que la procédure judiciaire avançait, Paul bouleversa complètement sa vie professionnelle. Les voyages d'affaires furent éliminés, les réunions en personne minimisées. Le travail qui consommait autrefois 12 à 14 heures par jour fut compressé dans le temps où les enfants étaient à la maternelle ou endormis. Oui, la maternelle. Claire avait commencé à fréquenter une école maternelle à mi-temps, ce qui l'avait initialement terrifiée mais qu'elle attendait maintenant avec impatience chaque matin. Les jumeaux, approchant de leur premier anniversaire, allaient à la garderie dans le même établissement, facilitant la logistique et réconfortant Claire, qui se sentait toujours responsable du bien-être de ses frères. Les soirées, autrefois remplies d'examens de contrats et de feuilles de calcul, étaient maintenant consacrées à l'heure du bain, aux histoires du soir et aux berceuses. Paul découvrit qu'il pouvait finaliser en 20 minutes les mêmes réunions qui traînaient autrefois pendant 2 heures, simplement parce qu'il savait que Claire attendait l'heure de l'histoire, un rituel sacré pour eux deux. La maison, qui s'était déjà transformée depuis l'arrivée des enfants, continua d'évoluer. Ce qui avait commencé comme une chambre meublée à la hâte était maintenant un espace vraiment personnalisé. Claire avait choisi de nouveaux autocollants muraux des dinosaures, son obsession actuelle depuis que Paul l'avait emmenée dans un musée d'histoire naturelle. Le salon autrefois impeccable et minimaliste avait maintenant un coin permanent consacré aux jouets, et personne ne se souciait du bloc de construction occasionnel trouvé sous le canapé. Sur le bureau de Paul, à côté de son ordinateur portable et de documents importants, se trouvait un dessin encadré de Claire, 4 bonshommes allumettes de tailles différentes, se tenant tous la main sous un soleil souriant. Au dos, dans l'écriture tremblante de quelqu'un apprenant à écrire, figuraient les mots « ma famille ». Paul regardait ce dessin chaque fois que des doutes surgissaient, lorsque le processus juridique semblait trop lent, lorsque les nuits de poussée dentaire des bébés le laissaient épuisé, lorsqu'il se demandait s'il pouvait vraiment être un bon père. Famille. C'est ce qu'ils étaient devenus. Une famille improbable, née du hasard et de la tragédie, mais maintenant plus réelle que tout ce que Paul avait jamais connu. Il n'avait toujours pas dit les mots, ces 3 mots simples mais monumentaux qui emplissaient sa poitrine chaque fois que Ted le reconnaissait avec un sourire, que Tom tendait les bras pour un câlin, ou que Claire montrait fièrement un nouveau dessin ou parlait de sa journée à l'école. Mais il savait, avec une certitude absolue, qu'il les aimait déjà. Les aimait avec une profondeur qu'il avait autrefois apprise de sa grand-mère. Un amour exprimé plus en action qu'en mots. Dans les mains qui prennent soin et protègent. Des mains, jura-t-il silencieusement en regardant les 3 enfants dormir, qui ne les abandonneraient jamais. Le processus d'adoption avançait, bien que plus lentement que Paul ne l'aurait souhaité. Tous les documents nécessaires avaient été soumis, les entretiens initiaux terminés et la maison avait passé toutes les inspections. Madame Bennett continuait de soumettre des rapports positifs sur l'adaptation des enfants et la capacité de Paul en tant que leur tuteur. Mais un obstacle subsistait, empêchant le processus d'avancer à l'étape suivante, identifier formellement la mère des enfants, Sophie. C'était le seul nom que Claire connaissait. Sans nom complet, sans registres officiels ou historiques clairs, il était impossible de déclarer légalement les enfants disponibles à l'adoption. Paul était dans son bureau à domicile, examinant quelques documents pendant que les jumeaux faisaient la sieste et que Claire dessinait tranquillement sur le tapis du salon. La concentration de la fillette était impressionnante, sa langue sortant au coin de sa bouche alors qu'elle travaillait minutieusement sur son œuvre d'art. Le téléphone sonna, tirant Paul de ses pensées. C'était le détective Ramirez de la police locale, qui avait été chargé d'enquêter sur l'identité de la mère. Monsieur Deveau, salua le détective. Nous avons fait quelques progrès, mais nous avons toujours du mal à identifier la femme trouvée à l'hôtel. Pas d'empreinte digitale dans les fichiers, pas de documents, pas de dossier de résidence récent. C'est comme si elle avait simplement disparu de la carte. Paul soupira de frustration. Je comprends. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire ?
Nous travaillons avec un portrait robot de ce à quoi elle aurait pu ressembler, basé sur l'état du corps, ainsi que sur l'âge approximatif et la date estimée du décès. Mais nous avons besoin de plus d'informations. La fille aînée ne se souvient de rien d'autre? Un nom de famille peut-être? Où sa mère travaillait avant? Des parents? Claire ne connaît que son prénom, Sophie. Et qu'elle nettoyait des endroits, comme elle dit. Probablement une femme de chambre ou une gouvernante. Mais je vais essayer de lui reparler, voir si je peux en savoir plus. Après avoir raccroché, Paul observa Claire un moment. Elle s'était si bien adaptée au cours des dernières semaines, souriant davantage, moins de cauchemars, se faisant des amis à la maternelle. Il détestait la ramener à ce passé douloureux, mais il le fallait. Claire, appela-t-il doucement, venant s'asseoir par terre à côté d'elle. Ce dessin est magnifique. La fille leva les yeux vers lui avec ce sourire timide qui lui serrait toujours le cœur. C'est notre maison, expliqua-t-elle en montrant la grande forme rectangulaire sur le papier. Et ça, c'est nous. 4 bonshommes allumettes de taille variable se tenaient main dans la main devant la maison. C'est parfait, la complimenta-t-il sincèrement. Puis, choisissant ses mots avec soin, il ajouta, Claire, j'ai besoin de te poser quelques questions sur ta maman. Sur Sophie. C'est d'accord? Son expression devint immédiatement plus sérieuse, mais elle hocha la tête. Nous essayons d'en savoir plus sur elle. Te souviens-tu où elle travaillait avant? Ou si elle avait un autre nom que Sophie? Claire fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Elle nettoyait des chambres, dans un grand hôtel. Parfois, elle m'emmenait avec elle, avant la naissance des bébés. C'était un endroit chic, avec des tapis rouges et beaucoup de miroirs. Paul sentit un frisson. Un hôtel chic avec des tapis rouges et des miroirs pouvait décrire n'importe quel hôtel haut de gamme. Mais un soupçon commença à se former dans son esprit. Te souviens-tu du nom de l'hôtel? Claire secoua la tête. Non. Mais il y avait un petit dessin de couronne sur la porte. Le cœur de Paul manqua un battement. Une couronne. Sa propre chaîne hôtelière, Devo Hospitality, utilisait une couronne stylisée comme logo. Serait-ce possible? Et son nom de famille? Ou un ami ou un parent qu'elle aurait pu mentionner? Claire réfléchit un peu plus. Elle avait une amie nommée Justine, qui nettoyait aussi des chambres. Et son nom de famille? Ses yeux s'illuminèrent de réminiscence. Ça commençait par elle. Elle m'a appris à l'épeler. Alès, quelque chose? Lambert? Lamont? Lamar? Proposa Paul. Lambéard. C'est ça! S'exclama Claire. Sophie Lambéard. Elle m'a appris à l'écrire, mais je n'ai jamais réussi le B. Paul sentit une vague de soulagement et d'effroi simultané. Merci, Claire. Ça aide beaucoup. Il lui sourit, essayant de cacher son trouble. Tu peux retourner à ton dessin maintenant. Il est vraiment très beau. Retournant à son bureau, Paul appela immédiatement le détective Ramirez, lui transmettant les nouvelles informations. Puis, les mains tremblant légèrement, il passa un autre appel à Diana, son assistante. Diana, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose d'urgence. Parcours les dossiers des employés de tous nos hôtels dans la région pour une femme nommée Sophie Lambert. Probablement une femme de chambre. J'ai besoin de savoir quand elle a travaillé pour nous, dans quel établissement, et quand et pourquoi elle est partie. La voix de Diana semblait inquiète. Bien sûr, monsieur Devo. C'est à propos des enfants, n'est-ce pas? J'en ai bien peur, répondit Paul, la bouche sèche. Et s'il te plaît, sois absolument discrète. Pendant qu'il attendait la réponse de Diana, Paul trouva impossible de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il fit les 100 pas dans son bureau, torturé par la possibilité qui se formait dans son esprit. Si Sophie Lambert avait travaillé dans l'un de ces hôtels. Si elle avait été son employée? Le téléphone sonna 20 minutes plus tard. Diana, efficace comme toujours, avait trouvé ce dont il avait besoin. Monsieur Devo, sa voix était étrangement contenue. J'ai trouvé ces dossiers. Sophie Lambert a travaillé comme femme de chambre au Devo Plaza de 2017 à 2019. Elle a été licenciée en octobre 2019, lorsque le service d'entretien ménager de l'hôtel a été externalisé. Paul eut l'impression que l'air lui était aspiré des poumons. Octobre 2019. Il se souvenait de la décision. Une recommandation de son équipe financière pour réduire les coûts opérationnels. Des dizaines d'employés licenciés et remplacés par une entreprise de nettoyage sous contrat. Il avait signé les documents sans y penser à deux fois, concentré uniquement sur les chiffres. Y avait-il autre chose dans son dossier? Demanda-t-il, la voix rauque. Juste les bases.
Elle avait 29 ans au moment du licenciement. Célibataire. Aucune personne à charge déclarée. Diana marqua une pause. Monsieur, est-ce que cela signifie? Merci, Diana. J'ai besoin d'appeler le détective Ramirez. Paul mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse en dire plus. Le cœur lourd, il partagea l'information avec la police. Le détective promit d'accélérer l'enquête maintenant qu'ils avaient un nom complet et les détails de son dernier emploi connu. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, Paul s'assit sur son porche, un verre de whisky intact à côté de lui. La possibilité que Sophie Lambert, la mère de Claire et des jumeaux, ait été autrefois son employée, licenciée à cause d'une mesure de réduction des coûts qu'il avait approuvée, était dévastatrice. Il avait beau essayer de rationaliser, il ne la connaissait pas personnellement, il n'était pas au courant de sa situation, la décision affectait des dizaines d'employés, pas seulement elle. Paul ne pouvait arrêter le sentiment croissant de responsabilité. Si Sophie avait travaillé pour lui, avait perdu son gagne-pain à cause d'une ligne dans une feuille de calcul qu'il avait validée. 2 jours plus tard, Madame Bennett demanda à le rencontrer à son bureau du centre-ville. Son ton au téléphone avait été grave, indiquant des nouvelles importantes. Paul laissa les enfants avec la nounou et s'y rendit, la poitrine serrée d'appréhension. Depuis la révélation sur Sophie, l'assistante sociale l'accueillit avec son professionnalisme habituel, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange d'empathie et d'inquiétude, qui alerta Paul que les nouvelles ne seraient pas faciles. « Monsieur Devaux » commença-t-elle une fois qu'il fut assis en face de son bureau. « Nous avons les résultats de l'enquête sur la mère des enfants. » Elle ouvrit un dossier devant elle, bien qu'elle semblât en connaître le contenu par cœur. Sophie Lambert, 31 ans. A travaillé comme femme de chambre à l'hôtel Devaux Plaza jusqu'en octobre 2019, date à laquelle elle a été licenciée lors d'un processus d'externalisation. Madame Bennett marqua une pause, observant la réaction de Paul. Il hocha seulement la tête, la mâchoire serrée. « Oui, nous avons découvert ce lien. Elle travaillait pour mon entreprise. » Il y a plus, continua l'assistante sociale. Après son licenciement, Sophie a essayé de trouver d'autres emplois, mais elle était enceinte de 6 mois des jumeaux et a eu du mal à se faire embaucher. Apparemment, le père des enfants, qui travaillait également à la maintenance dans le même hôtel, l'a abandonné lorsqu'il a appris la grossesse. Il avait été licencié lors de la même vague d'externalisation. Paul ferma les yeux un instant, ressentant chaque mot comme une lame. Sa dernière adresse enregistrée était un petit appartement près de l'hôtel. Elle a été expulsée 3 mois après avoir perdu son emploi pour non-paiement de loyer. Après cela, il n'y a aucune trace officielle de l'endroit où elle a vécu. C'est là qu'elle a emménagé dans l'hôtel abandonné, dit Paul, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Madame Bennett hocha la tête. D'après ce que nous pouvons reconstituer à partir des quelques affaires trouvées et d'une ancienne collègue qui l'a identifiée, Sophie a découvert l'hôtel désaffecté en cherchant un endroit où loger. Comme il faisait partie de la même chaîne où elle avait travaillé, elle connaissait la disposition et comment s'y faufiler, comment se brancher sur l'approvisionnement en eau, comment rester caché. Paul se sentit mal. Le tableau qui se dessinait était horrible. Une femme enceinte, récemment au chômage et abandonnée, sans ressources, trouvant refuge dans un bâtiment vacant qui appartenait cruellement à la même entreprise qui l'avait licenciée. Les jumeaux sont nés environ 3 mois après son installation à l'hôtel, continua Madame Bennett. D'après ce que nous pouvons déduire, elle s'en est occupée seule, avec l'aide de sa fille aînée. Il survivait grâce à de petits boulots que Sophie réussissait à obtenir et à l'aide occasionnelle de quelques connaissances au courant de sa situation, comme l'ancienne collègue qui s'est manifestée. Mais la pandémie a tout rendu plus difficile. La cause du décès était une pneumonie, non traitée car elle n'avait pas accès aux soins médicaux. La pièce sembla tourner autour de Paul. La pandémie, bien sûr. Pendant qu'il était en sécurité chez lui, assistant à des réunions virtuelles et regardant ses actifs croître, Sophie Lambert mourait dans un sous-sol froid, essayant de protéger ses enfants jusqu'à son dernier souffle. Monsieur Devaux, la voix de Madame Bennett le ramena à la réalité. Je sais que c'est extrêmement difficile. Le lien entre vous et la mère des enfants est compliqué. Mais je tiens à vous assurer que cela n'a pas d'impact négatif sur le processus d'adoption. En fait, maintenant que nous avons son identité complète et confirmé qu'il n'y a pas de parents proches, nous pouvons passer aux étapes suivantes. Paul l'entendit à peine. Dans son esprit, une seule vérité obsédante se répétait. Une décision d'entreprise qu'il avait signée avait déclenché la chaîne d'événements menant à la mort de cette femme et presque à celle des enfants. Une de mes décisions lui a tout pris, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'assistante sociale. Monsieur Devaux, vous ne pouvez pas vous tenir personnellement.
Mais je suis responsable, l'interrompit Paul, la voix brisée. J'ai signé ces papiers. J'ai approuvé cette réduction de coûts. Je n'ai même jamais considéré les vraies personnes derrière ces chiffres sur une feuille de calcul. Et maintenant, 3 enfants se retrouvent sans mère. À la surprise de Madame Bennett, des larmes commencèrent à rouler sur les joues de Paul. Elle ne l'avait jamais vu que posé et en contrôle. Maintenant, il était ouvertement dévasté. Claire m'a demandé un jour pourquoi sa maman ne se réveillait pas, continua-t-il, essayant de stabiliser sa voix. Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Que sa mère est morte parce que je voulais augmenter les marges bénéficiaires de 2 points de pourcentage. Madame Bennett inspira, donnant à Paul un moment pour se ressaisir. Ce qui s'est passé est tragique, sans aucun doute. Mais vous blâmer ne ramènera pas Sophie ni n'aidera les enfants. La question maintenant, que ferez-vous de cette information? La question resta en suspens, lourde et interpellante. Paul essuya ses larmes du revers de la main, essayant de reprendre le contrôle. Vous avez raison. Ce qui compte maintenant, ce sont les enfants. Claire, Ted et Tom. Il se redressa sur sa chaise, une nouvelle résolution se formant au milieu de la douleur et de la culpabilité. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas annuler la décision qui a conduit Sophie à cette situation. Mais je peux, et je vais, m'assurer que ces enfants aient tout ce dont ils ont besoin. Tout ce qu'elle n'a pas pu leur donner. Il regarda Madame Bennett directement, ses yeux brillant encore de larmes mais maintenant aussi de détermination. Je vais tout leur donner. Pas seulement le confort matériel, mais l'amour, l'éducation, les opportunités, la stabilité. C'est le moins que je puisse faire. Madame Bennett hocha la tête, reconnaissant la sincérité dans ses paroles. Et la vérité? Prévoyez-vous de la dire aux enfants? Paul n'y avait pas encore pensé. Comment pourrait-il expliquer à Claire, surtout, qu'il était indirectement impliqué dans la tragédie qui avait emporté sa mère? Je ne suis pas sûr, admit. Claire est si jeune. Mais, elle mérite de savoir qui était sa mère. Elle mérite de savoir que Sophie s'est battue pour eux jusqu'à la fin, faisant tout ce qu'elle pouvait avec les maigres ressources dont elle disposait. Il marqua une pause. Finalement, oui. Elle apprendra mon lien, l'hôtel, tout. Mais seulement quand elle sera assez grande pour comprendre. Et j'espère qu'elle verra aussi que, même si j'ai eu un rôle dans leur perte, je fais tout ce que je peux pour faire partie de leur guérison. Quand Paul quitta le bureau de Madame Bennett cet après-midi-là, il portait un nouveau poids, la vérité complète sur Sophie Lambert et le lien indéniable entre eux. Ce n'était pas seulement de la culpabilité qu'il ressentait, bien que cela fût écrasant. Il y avait aussi un engagement renouvelé, renforcé par la connaissance du coût humain réel des décisions d'entreprise. Dans la voiture, en rentrant chez lui auprès des enfants, il se laissa pleurer à nouveau. Il pleura pour la femme qu'il n'avait jamais rencontrée mais dont il avait involontairement scellé le destin. Il pleura pour les enfants qui porteraient à jamais l'absence de leur mère. Il pleura pour sa propre cécité, pour les années passées à prendre des décisions basées uniquement sur des chiffres, sans jamais penser aux histoires humaines derrière eux. Mais alors que les larmes séchaient, une résolution grandit en lui, aussi forte et claire que l'amour qu'il ressentait maintenant pour Claire, Ted et Tom. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir ou l'avenir de ses 3 enfants était entre ses mains. Et il ferait tout son possible pour honorer le sacrifice de Sophie, pour transformer une histoire de perte et d'injustice en une histoire de rédemption et d'amour. Sophie Lambert n'était peut-être qu'un nom de plus sur une liste de licenciements pour Paul Devaux, le dirigeant. Mais pour Paul, le père, l'homme qui devenait un papa, elle serait à jamais plus que cela, la femme qui, sans le savoir, lui avait appris la valeur de la vie humaine et lui avait donné, à travers ses enfants, la chance d'être une meilleure personne qu'il ne l'avait jamais été. Le matin se leva, clair et prometteur, comme si le ciel lui-même souhaitait célébrer l'importance de la journée. Paul se réveilla avant l'alarme après une nuit agitée. Ce n'était pas de l'anxiété négative, mais cette anticipation électrique qui précède les moments les plus décisifs de la vie. Aujourd'hui était le jour de l'entretien final avec l'équipe d'évaluation sociale, le dernier obstacle majeur avant la décision sur la garde permanente des enfants. Il se leva tranquillement, prit une douche rapide et s'habilla avec soin, optant pour un pull bleu marine sur une chemise blanche et un pantalon gris, assez formel pour montrer du sérieux, assez décontracté pour paraître à l'aise chez lui. Diana avait suggéré cet équilibre, et Paul faisait confiance à son jugement. Dans la cuisine, il prépara le petit déjeuner avec l'efficacité d'un homme qui maîtrisait déjà la routine, œufs brouillés pour Claire, qui avait récemment décidé qu'elle les aimait avec un peu de fromage râpé, avec de la banane écrasée pour les jumeaux, qui après de 2 ans avaient déjà des préférences alimentaires distinctes. Ted privilégiait les fruits,
tandis que Tom penchait pour tout ce qui contenait du fromage, tout comme sa sœur. En mettant la table, Paul revit mentalement tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Le choc de découvrir que Sophie Lambert, une ancienne employée de son hôtel, avait tout perdu à cause d'une mesure de réduction des coûts qu'il avait approuvée. La culpabilité écrasante qu'il avait consumée pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il suive enfin les conseils de son thérapeute, il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait honorer la mémoire de Sophie en étant le meilleur père possible pour ses enfants. Puis vint la détermination, renaissant des cendres de la culpabilité, la restructuration complète des politiques d'emploi de son entreprise, la création d'un fonds de soutien pour les mères célibataires en situation de vulnérabilité, le don substantiel au programme de logement social. Rien de tout cela ne ramènerait Sophie, il le savait, mais peut-être pourrait-il empêcher que d'autres histoires comme la sienne ne se reproduisent. Le bruit de petits pas précipités interrompit ses pensées. Claire apparut dans l'embrasure de la cuisine, toujours en pyjama, ses cheveux en bataille encadrant son visage maintenant plus plein et plus sain. « Bonjour », dit-elle en se frottant les yeux. « Tu t'es levé tôt. »« Bonjour, princesse », répondit Paul en souriant. « Nous avons une journée importante aujourd'hui, tu te souviens ?» Claire hocha la tête, soudain plus éveillée. « C'est aujourd'hui que ces gens viennent voir si on peut rester ensemble pour toujours, c'est ça ?» La simplicité de sa question serra le cœur de Paul. « Oui, c'est ça. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. » « Je ne suis pas inquiète, » déclara-t-elle avec une confiance surprenante. « Tu tiens tes promesses. Tu n'es pas comme les autres adultes. » Paul sentit sa gorge se serrer. En 6 ans, Claire avait appris la dure leçon que les promesses des adultes ne sont pas toujours fiables. Sauf les siennes, apparemment. « Merci de me faire confiance, » dit-il en l'aidant à monter sur le tabouret de la cuisine. « Maintenant, que dis-tu de ces œufs brouillés ?» Pendant que Claire mangeait, Paul alla chercher les jumeaux. Il les trouva déjà réveillés dans leur berceau, babillant dans leur langage privé, compréhensible seulement d'eux, occasionnellement, de Claire. « Bonjour les gars », les salua-t-il, récompensé par des sourires identiques qui le faisaient toujours fondre, même après tous ces mois. « Papa », s'exclama Ted en tendant les bras vers lui. Pour ne pas être en reste, Tom fit de même. Après le petit déjeuner et la routine habituelle de préparation, bain, vêtements propres, coiffage, la maison était prête pour l'équipe d'évaluation. Paul fit un dernier tour, s'assurant que tout était en ordre. Non pas qu'il y ait eu beaucoup de risques de désordre, Martha, sa gouvernante de longue date, s'était étonnamment bien adaptée à la présence des enfants, gardant la maison impeccable malgré le coin-jeu permanent dans le salon. L'interphone sonna précisément à 10 heures. Paul prit une profonde inspiration, ajusta son pull et alla répondre. Madame Bennett arriva avec 2 autres professionnels. Le docteur Lavigne, une psychologue pour enfants qui avait déjà interrogé Claire, et Madame Rodriguez, une spécialiste de l'adoption de l'agence d'État, que Paul n'avait pas encore rencontrée. « Bonjour, Monsieur Devaux », salua chaleureusement mais professionnellement Madame Bennett. « J'espère que tout le monde est prêt pour notre visite. »« Plus que prêt », répondit Paul en les faisant entrer dans le salon. Claire vous demandait au petit déjeuner. Comme si elle avait été invoquée par son nom, Claire apparut à la porte du salon, tenant l'un des livres préférés des jumeaux. Voyant les visiteuses, elle marqua une brève pause, mais s'avança ensuite avec la confiance tranquille qu'elle avait développée au cours des derniers mois. « Bonjour, Madame Bennett », salua-t-elle poliment, puis regarda les 2 autres adultes avec curiosité. « Bonjour, Claire », répondit l'assistante sociale avec un sourire sincère. « Tu te souviens du docteur Lavigne ? Et voici Madame Rodriguez, qui est là pour nous aider aujourd'hui. » Claire hocha la tête, étudiant les nouvelles venues avec ses yeux perçants qui semblaient toujours voir bien au-delà de ses années. Paul s'émerveillait toujours de sa perspicacité. « Les bébés sont dans la salle de jeu, » dit-elle, endossant le rôle de petite hôtesse. « Vous voulez les voir ?» Les adultes échangèrent des regards approbateurs devant son initiative. « Nous adorions, » dit le docteur Lavigne. Claire tendit la main à Paul, qui la prit aussitôt, et ensemble, ils conduisirent les visiteuses à la salle de jeux adjacente, où Ted et Tom jouaient sur un grand tapis coloré. Un système complet de sécurité pour enfants était en place. Cache-prise, protection d'angle sur les meubles, barrière à l'escalier. Les jumeaux, maintenant plus mobiles que jamais, nécessitaient une attention constante. Madame Rodriguez s'agenouilla immédiatement au niveau des jumeaux, qui l'étudièrent avec curiosité. « Bonjour les garçons. C'est un très joli jouet que vous avez là. » Tom, le plus sociable, lui offrit l'un des blocs en bois qu'il tenait. Ted, plus prudent, jeta un coup d'œil à Claire, cherchant à être rassuré. «
C'est bon, Ted, dit Claire en lâchant la main de Paul pour aller vers son frère. Ce sont des amis. Paul observa l'interaction, le cœur plein. Le lien entre les trois frères et sœurs était l'une des plus belles choses qu'il ait jamais vues. Claire, si jeune mais si protectrice, les jumeaux, faisant implicitement confiance à la sœur qui s'était occupée d'eux depuis leur naissance. Monsieur Deveau, appela Madame Bennett en désignant les canapés. Pourrions-nous discuter pendant que le docteur Lavigne et Madame Rodriguez passent un peu de temps avec les enfants? Paul hocha la tête, bien qu'une partie de lui veuille rester avec Claire et les jumeaux. Il suivit Madame Bennett dans le salon principal pendant que les deux autres professionnels restaient avec les enfants. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda Madame Bennett une fois qu'ils furent assis. « Nerveux » admit Paul en forçant un sourire crispé. « Mais confiant. Nous avons construit quelque chose de réel ici. Quelque chose de bien. » L'assistante sociale hocha la tête. « Je le vois bien. La transformation de Claire, en particulier, est remarquable. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue, à l'hôtel. C'était pratiquement une adulte miniature, portant des responsabilités bien trop lourdes pour ses frêles épaules. Maintenant, elle ressemble à une enfant. Une enfant heureuse. Elle a encore des moments, dit Paul. Parfois, je me réveille la nuit et je la trouve en train de vérifier les jumeaux, s'assurant qu'ils respirent. Ou en train de cacher de la nourriture dans sa table de nuit, comme si elle avait peur qu'elle vienne à manquer. Des cicatrices de ce qu'elle a vécu, observa Madame Bennett. Il faudra du temps pour qu'elles s'estompent, si jamais elles le font. Mais l'important, c'est qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour récupérer progressivement son enfance. Leur conversation se poursuivit pendant environ 1 heure, couvrant tous les aspects pratiques de la vie de Paul avec les enfants, routine, éducation, soins de santé, plans pour l'avenir. Madame Bennett prit quelques notes occasionnelles, mais écouta surtout avec l'attention concentrée qui la caractérisait. Puis ils échangèrent leurs places. Paul alla rester avec les enfants pendant que le docteur Lavigne et Madame Rodriguez rencontraient en privé Madame Bennett. Les minutes s'éternisèrent alors qu'il essayait de se concentrer sur les jeux des jumeaux et les histoires de Claire, tout en étant conscient des voix basses provenant de l'autre pièce. Finalement, Madame Bennett apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Deveau, pourriez-vous venir un moment ? Claire, cela vous dérangerait-il de rester avec vos frères un peu plus longtemps ?» Claire hocha la tête solennellement, comme quelqu'un à qui l'on confie une mission importante. « Je peux leur lire une histoire » proposa-t-elle en prenant un livre d'images sur l'étagère basse. Paul suivit Madame Bennett jusqu'au salon, où le docteur Lavigne et Madame Rodriguez arboraient des expressions soigneusement neutres. Il s'assit, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. « Monsieur Deveau » commença Madame Rodriguez en ouvrant un dossier sur ses genoux. « Nous avons quelques dernières questions. » Les questions suivantes étaient directes et parfois inconfortables, sur son horaire de travail et comment il équilibrerait les exigences professionnelles avec l'éducation de 3 jeunes enfants, sur sa propre enfance et la perte de ses parents jeunes, sur sa santé mentale après avoir découvert son lien avec Sophie Lambert. Paul répondit à tout avec sincérité, reconnaissant ses défauts mais soulignant son engagement absolu envers les enfants. « Je ne suis pas parfait, admit-il. Je fais des erreurs. Parfois, je mets encore les couches des jumeaux à l'envers. » Cela fit sourire les 3 évaluatrices. Mais j'aime Claire, Ted et Tom plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Je ferai tout ce qu'il faut pour être le père qu'il mérite. Madame Rodriguez griffonna une dernière note et ferma son dossier. Merci pour votre honnêteté, Monsieur Deveau. Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-il, incapable de cacher son anxiété. Maintenant, expliqua Madame Bennett, nous devons délibérer. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Elle ouvrit son propre dossier et en sortit une enveloppe en plastique scellée. Ceci a été trouvé parmi les affaires de Sophie Lambert dans le sous-sol de l'hôtel. La police l'a gardé pendant l'enquête, mais il a été rendu maintenant. Nous pensons que vous devriez le voir. Paul accepta l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ordinaire, pliée avec soin. Il reconnut immédiatement l'écriture délicate, bien qu'elle semblât faite par quelqu'un de faible ou de malade. C'était une lettre, ou plutôt une brève note. Astérisque à celui ou celle qui trouvera mes enfants, astérisque. Astérisque si vous lisez ceci, cela signifie probablement que je ne suis plus là pour m'occuper d'eux. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne les séparez pas. Claire a autant besoin de ses frères qu'ils ont besoin d'elle. Et s'il vous plaît, ne laissez pas mes enfants se perdre. Ils sont tout ce que j'ai.
Dites-leur que je les aime de chaque souffle, jusqu'à mon dernier astérisque. Astérisque Sophie astérisque. Paul sentit à nouveau des larmes lui piquer les yeux. La simplicité de ces mots, l'inquiétude d'une mère qui, même face à sa propre mortalité, ne pensait qu'au bien-être de ses enfants, était déchirante. « Ne laissez pas mes enfants se perdre », murmura-t-il en relisant. « Ils sont tout ce que j'ai. » Il leva les yeux pour voir les trois évaluatrices le regarder avec des expressions compatissantes. « Ils sont tout ce que j'ai maintenant aussi », murmura-t-il, plus pour lui-même. Madame Bennet lui offrit un mouchoir, qu'il accepta d'un signe de tête reconnaissant. Pliant soigneusement la note, il la remit dans l'enveloppe. « Je crois que vous devriez la garder, » dit l'assistante sociale. « Pour la montrer aux enfants quand ils seront plus grands, pour qu'ils sachent à quel point leur mère les aimait. » Paul hocha la tête, sans voix. Le poids de ce que Sophie Lambert avait perdu et de ce qu'il avait gagné n'avait jamais semblé aussi réel. « Eh bien, » dit doucement le docteur Lavigne, brisant le silence émotionnel. « Je pense que nous devrions discuter de nos observations en privé maintenant. Monsieur Devaux, cela vous dérangerait-il de retourner auprès des enfants pendant que nous délibérons ?» Paul prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Bien sûr. » Il retourna dans la salle de jeu, trouvant Claire lisant avec enthousiasme aux jumeaux, utilisant des voix différentes pour chaque personnage, tout comme il le faisait pour elle. Ted et Tom étaient assis sur le tapis, captivés par l'histoire et les images vives qu'elle leur montrait. Et puis le petit lapin retrouva le chemin de la maison, lisait Claire en tournant la page avec soin. Parce que la maison, c'est là où est ta famille. C'est une belle histoire, commenta Paul en s'asseyant avec eux par terre. Claire leva les yeux avec un sourire. C'est leur préféré. Puis, remarquant son expression, elle fronça les sourcils. Tu es triste ? Paul secoua la tête. Non, pas triste. Juste ému. Parce que les gens sont là pour décider si on peut rester ensemble, demanda-t-elle, directe comme toujours. Oui, ça en fait partie. Claire ferma le livre et, à la surprise de Paul, grimpa sur ses genoux, un geste d'affection qu'elle initiait rarement. Ça va aller, dit-elle avec une certitude surprenante. On est fait pour être ensemble. Comme une vraie famille. Les jumeaux, voyant leur sœur sur les genoux de Paul, se dirigèrent en titubant pour rejoindre le câlin, chacun réclamant un genou. C'est ainsi que l'équipe d'évaluation les trouva 15 minutes plus tard, Paul assis par terre avec les trois enfants sur ses genoux, lisant l'histoire que Claire avait commencée, si absorbé dans leur moment qu'ils semblaient inconscients du reste du monde. Madame Bennet se racla doucement la gorge pour attirer leur attention. Paul leva les yeux, incapable de se lever avec le poids précieux des enfants sur lui, et essaya de lire les expressions des trois spécialistes. À son soulagement, elles souriaient toutes. « Monsieur Devaux », commença Madame Bennet, son ton professionnel adouci par la scène devant elle. « Après une évaluation approfondie et considérant tous les facteurs pertinents, nous sommes prêts à faire notre recommandation au tribunal. » Paul sentit Claire se tendre dans ses bras. Instinctivement, il resserra son étreinte autour d'elle, pour la rassurer et pour lui-même. Notre recommandation unanime est de vous accorder la garde permanente de ces trois mineurs, continua Madame Bennet. Avec l'identification complète de Sophie Lambert et la confirmation qu'il n'y a pas de parents vivants, le processus formel d'adoption peut commencer dès que la garde permanente sera accordée. Pendant un moment, Paul ne put parler, l'émotion lui serrant la gorge. Claire parla la première. « Ça veut dire qu'on va rester ensemble pour toujours ?» Madame Rodriguez lui sourit. « Oui, Claire. Ça veut dire exactement ça. » Elle se tourna vers Paul, les yeux brillants d'un espoir mêlé de peur, comme si elle avait peur de croire pleinement à la promesse de permanence. « C'est vrai maintenant » demanda-t-elle doucement. Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Paul, mais il s'en fichait. Il sourit à travers elle, posant doucement ses mains sur le petit visage de Claire. « C'est vrai. Et c'est pour toujours » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. Le sourire qui illumina le visage de Claire, un sourire sans réserve ni ombre, une joie purement enfantine, fut comme un lever de soleil après la plus longue nuit. Elle jeta ses bras autour du cou de Paul, le serrant de toutes les forces que son petit corps pouvait rassembler. Les jumeaux, sentant la joie, se joignirent à leur manière, applaudissant et riant. Les évaluatrices observèrent la scène avec des sourires émus, même Madame Bennet, toujours professionnelle, tamponna discrètement un œil. « Il reste encore quelques détails administratifs, » dit-elle doucement, ne voulant pas briser le moment mais consciente de son rôle. Et l'audience formelle au tribunal est fixée pour la semaine prochaine, mais ce n'est qu'une formalité à ce stade. Paul hocha la tête, ne lâchant pas les enfants. « Nous serons là. Pousse. »
Après le départ de l'équipe d'évaluation, Paul et les enfants célébrèrent avec un pique-nique improvisé dans le salon, mangeant des sandwichs et du gâteau au chocolat sur une couverture étendue sur le tapis, riant et faisant des projets pour un avenir qu'ils partageraient maintenant officiellement. Cette nuit-là, après que les jumeaux se furent endormis et que Claire fut couchée, Paul retourna à son bureau et ouvrit à nouveau la note de Sophie. Il la lut plusieurs fois, absorbant chaque mot, honorant la femme qu'il n'avait jamais connue mais à qui il devait tout. Astérisque, ne laissez pas mes enfants se perdre astérisque, avait-elle écrit. Paul regarda la photo encadrée sur son bureau, lui, Claire et les jumeaux Ozo, tous souriant à l'appareil photo. Une vraie famille, à tous égards. Ils ne seront jamais perdus, Sophie, promit-il à voix haute. Et tu ne seras jamais oubliée. Ni eux, ni toi. Dans le couloir, sans que Paul ne le remarque, Claire se tenait à la porte légèrement entr'ouverte du bureau, écoutant. Elle retourna tranquillement dans sa chambre, se blottissant sous ses couvertures avec un petit sourire. Enfin, après tant d'incertitude, elle était certaine d'une chose, ils étaient à la maison. Vraiment à la maison. Pour toujours. Et c'était tout ce qui comptait. L'hiver céda la place au printemps, et le printemps à l'été. 8 mois s'étaient écoulés depuis l'audience finale au tribunal où le juge avait officialisé ce que leur cœur savait déjà, ils étaient une famille. Légalement, définitivement, pour toujours. Le soleil brillait ardemment ce matin de juillet alors que la voiture s'arrêtait devant ce qui était autrefois le Grand View Hotel. Le bâtiment, autrefois décrépit et abandonné, arborait maintenant une façade rénovée, des fenêtres étincelantes, une peinture fraîche et un nouveau nom élégamment affiché au-dessus de l'entrée, Résidence Lambert. Paul prit une profonde inspiration, contemplant le bâtiment qui avait changé sa vie 2 ans auparavant. Rien de tout cela n'avait semblé possible, ni la transformation du vieil hôtel, ni la transformation encore plus profonde qui s'était produite en lui. « Il est beau, n'est-ce pas » remarqua-t-il à Claire, qui regardait par la fenêtre de la voiture, les yeux écarquillés devant le changement radical de l'endroit où Paul l'avait trouvé. « On ne dirait même pas le même endroit » répondit-elle, clairement impressionnée. Ses petits doigts tripotaient nerveusement le bord de sa robe violette, toujours sa couleur préférée, l'une des rares certitudes qu'elle transportait de son passé. Paul ajusta sa cravate, toujours pas entièrement à l'aise avec les tenues formelles même après des années de vie d'entreprise. Mais aujourd'hui était différent. Ce n'était pas l'homme d'affaires qui portait la cravate, c'était le père. L'homme qui avait appris le vrai sens de la famille de la manière la plus inattendue. L'idée originale lui était venue le jour où ils avaient découvert le passé de Sophie Lambert, qu'elle avait été employée par son hôtel, licenciée lors d'une vague d'externalisation qu'il avait approuvée. Cette nuit-là, incapable de dormir, hanté par la culpabilité et le lien inattendu, Paul avait commencé à planifier quelque chose pour donner un sens à cette tragédie. Maintenant, moins d'1 an plus tard, le projet était terminé. Le Grand View Hotel avait été entièrement rénové en un complexe résidentiel pour familles en situation de vulnérabilité, en particulier les parents célibataires et les travailleurs à bas salaire, exactement le genre de situation que Sophie avait connue. « Tu es nerveuse » demanda-t-il à Claire, remarquant comment elle lissait sa robe à plusieurs reprises. La fillette de près de 7 ans secoua la tête, bien que son mordillement de lèvres inquiet trahisse sa tension. « Un peu, admit-elle. Et si je le fais mal ?»« Tu ne peux pas le faire mal, » la rassura Paul. « Tu tiens juste les ciseaux et tu coupes le ruban quand je te le dis. C'est tout. » Elle hocha la tête, paraissant plus confiante. Sur la banquette arrière, Ted et Tom étaient assis dans leur siège auto, inhabituellement calmes, sentant peut-être l'importance de la journée. À près de 3 ans, les jumeaux n'étaient plus les nourrissons fragiles que Paul avait trouvés. C'étaient des petits garçons actifs, chacun avec sa propre personnalité distincte. Ted, le contemplatif, qui aimait les livres d'images et les tours de bloc, Tom, l'explorateur bavard, avec un rire qui semblait remplir toute la maison. « Qu'est-ce que maman dirait d'aujourd'hui, tu crois ?» demanda soudain Claire, prenant Paul au dépourvu. C'était une question qui revenait plus souvent maintenant que Paul parlait ouvertement de Sophie, partageant le peu qu'il savait et gardant sa mémoire vivante comme faisant partie de l'identité des enfants. « Je pense qu'elle serait très fière, » dit-il sincèrement. « Surtout de toi, qui tiens les ciseaux à la cérémonie d'ouverture. » Claire sourit, ce sourire qui serrait toujours le cœur de Paul, un rappel de tout ce que cette petite fille avait surmonté et de sa résilience. « On y va ?» appela Diana de l'extérieur de la voiture, jetant un coup d'œil à sa montre. Les invités arrivent déjà. Paul aida les enfants à sortir. Il portait un jumeau dans chaque bras tandis que Claire marchait à ses côtés, tenant soigneusement les ciseaux de cérémonie enveloppés dans un ruban violet.
Une petite foule s'était rassemblée à l'entrée, des employés du groupe Devo, des responsables locaux, des représentants d'organisations soutenant les parents célibataires et les familles vulnérables, ainsi que des visages familiers comme Martha, devenue presque une figure de grand-mère pour les enfants, Madame Bennett, l'assistante sociale qui les avait guidés tout au long du processus, et même le détective Ramirez, qui avait enquêté sur l'affaire de Sophie et était maintenant devenu un ami de la famille. Alors que Paul approchait, la petite foule s'écarta. Il y eut un moment de silence, puis des applaudissements. Claire agrippa la main de Paul, se cachant en partie derrière lui. Elle était toujours timide face au grand groupe malgré ses progrès. Le maire fit un bref discours sur l'importance du projet, un modèle pionnier dans la ville destiné à être reproduit ailleurs. Il parla de la façon dont la résidence Lambert fournissait des solutions complètes. Logement abordable pour 25 familles, services de soutien sur place, installations communes. Ce projet ne fournit pas seulement un logement digne à 25 familles, conclut le maire, mais il intègre également des services qui favorisent l'autonomie et le développement. C'est exactement le type d'approche holistique dont notre ville a besoin. Puis ce fut le tour de Paul. Les jumeaux maintenant dans les bras de Diana, il se tint au micro, Claire à ses côtés, son petit visage solennel sous la responsabilité du moment. La résidence Lambert n'est pas juste une autre propriété, commença-t-il. C'est un engagement. Un engagement envers les 25 familles qui vivront ici. Des parents qui occupent des emplois essentiels, enseignants, infirmières, des gens qui font tourner notre ville mais qui ont souvent du mal à y vivre. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Claire qui le regardait attentivement. Quand j'ai acquis cet hôtel aux enchères il y a 2 ans, mon intention était simplement de le rénover ou de le démolir pour construire autre chose. Je ne pensais qu'en termes de retour sur investissement, de feuilles de calcul, de profit. Sa voix s'adoucit. Je n'avais aucune idée qu'entre ces murs, je trouverais quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel actif financier. Le regard de l'auditoire se tourna vers les enfants, et Paul vit des sourires de compréhension. Cet endroit a une signification particulière pour notre famille. C'est ici. C'est dans ce bâtiment même que j'ai trouvé mes enfants. Ici que nos vies se sont entrelacées d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Sa voix vacilla légèrement. C'est ici que Sophie Lambert, une femme d'un courage extraordinaire, a abrité ses enfants jusqu'au bout. Nous honorons sa mémoire non seulement en donnant son nom à cette résidence, mais en veillant à ce qu'elle offre protection et nouveau départ aux familles comme la sienne. Paul marqua une pause, passant un bras autour des épaules de Claire. La petite fille regarda la foule avec un peu plus de confiance maintenant. J'ai appris de mes enfants que les bâtiments sont plus que des structures physiques. Ce sont des lieux où des histoires se déroulent, où des vies peuvent être transformées. Cet hôtel, autrefois lieu de tragédie, renaît en lieu d'espoir. Je ne peux imaginer symbole plus puissant que cela. Les applaudissements reprirent, plus chaleureux cette fois. Paul guida Claire vers le ruban rouge tendu à l'entrée. Diana s'avança avec les jumeaux, un dans chaque bras. Coupons-le ensemble, suggéra Paul, posant sa main sur celle de Claire alors qu'elle tenait les ciseaux. D'un geste prudent, le ruban fut coupé. Les applaudissements éclatèrent, les appareils photo flashèrent et des exclamations d'approbation emplirent l'air. Claire sourit, fière de son rôle dans la cérémonie, tandis que Ted et Tom applaudissaient, partageant l'excitation. Paul se pencha pour prendre Claire dans ses bras, quelque chose qu'il ne faisait plus aussi souvent maintenant qu'elle grandissait, mais qui semblait toujours juste lors des occasions spéciales. Diana s'approcha avec les jumeaux, qui tendirent les bras, voulant rejoindre l'étreinte familiale. Pendant un moment, ils restèrent simplement là, contemplant le bâtiment rénové, maintenant prêt à offrir de l'espoir là où il y avait eu autrefois le désespoir. C'est ici que tout a commencé. Et recommencé, dit Paul doucement, plus à sa famille qu'à la foule. Claire posa sa tête sur son épaule, un geste de confiance qui avait mis des mois à émerger naturellement. Les jumeaux, impatients d'explorer, pointèrent du doigt l'entrée. Ensemble, ils franchirent les portes de la résidence Lambert. Le hall, entièrement rénové, conservait des éléments de l'architecture originale de l'hôtel, mais avait maintenant des couleurs vives et des espaces ouverts. L'ancienne réception était devenue un point d'information communautaire. Là où se trouvait autrefois un restaurant sous-utilisé, il y avait maintenant un espace polyvalent pour les cours, les réunions et les événements. Paul guida la famille loin des photographes et des curieux vers une section plus calme du bâtiment. Là, dans ce qui avait été autrefois le bureau de l'administration, maintenant un petit espace commémoratif, une plaque de bronze racontait une version concise de l'histoire de Sophie.
Pas tous les détails, certaines parties n'appartenaient qu'à eux, mais assez pour que chacun sache que cet endroit était né d'une histoire réelle de perte, d'amour et de rédemption. Il y avait aussi une photographie, la seule que l'on ait pu trouver de Sophie, fournie par une ancienne collègue. Elle montrait une jeune femme aux cheveux bruns et au sourire timide, portant l'uniforme de l'hôtel des Vaux. La même photo qui occupait maintenant une place d'honneur dans leur maison, pour que les jumeaux connaissent le visage de la mère dont ils n'avaient pas eu le temps de se souvenir. Elle a l'air triste ici, murmura Claire en touchant le cadre. Je pense qu'elle l'était, répondit Paul honnêtement. Mais elle vous aimait tous les trois plus que tout. C'est ça qui compte. Claire hocha la tête, sa compréhension bien au-delà de ses 7 ans. Je pense qu'elle serait contente de savoir qu'on est ensemble. Que Ted et Tom vont bien. Et que personne ne s'est perdu. J'en suis sûr, approuva Paul, ressentant le mélange familier d'émotions qu'il éprouvait chaque fois qu'il pensait à Sophie Lambert. Le chagrin pour une vie terminée trop tôt, la gratitude pour les 3 précieux cadeaux qu'elle avait laissés au monde, et le vœu d'honorer son sacrifice en étant le meilleur père possible. Après avoir quitté le mémorial, ils se dirigèrent vers le cœur du bâtiment, là où vivraient les 25 familles sélectionnées. Des appartements simples mais confortables, baignés de lumière naturelle, chacun meublé avec le nécessaire pour ceux qui repartent à zéro. Une garderie au rez-de-chaussée, desservant non seulement les résidents mais aussi la communauté environnante. Un centre de formation professionnelle avec des ordinateurs et une petite bibliothèque. Et le sous-sol, là où tout avait commencé, maintenant une salle de jeux lumineuse et colorée. Claire hésita à l'entrée de ce dernier espace, balayant la pièce du regard comme si elle cherchait des traces de l'endroit qu'elle avait connu. Mais tout était différent maintenant. Là où il y avait autrefois l'obscurité et la douleur, le rire et la couleur régnaient. Ça fait bizarre, dit-elle. Ça semblait beaucoup plus grand et plus sombre à l'époque. Tu étais plus petite, lui rappela Paul doucement. Et tu avais peur. Elle hocha la tête, pensive. Puis, dans un soudain élan de résolution, elle entra dans la salle de jeu, s'asseyant sur l'une des petites chaises vives. Ted et Tom, toujours à l'unisson avec leur sœur, coururent la rejoindre, déjà attirés par les jouets éparpillés. En les regardant tous les 3, Paul ressentit une profonde certitude. Ils avaient bouclé la boucle. Ce qui avait commencé dans la tragédie se terminait maintenant dans l'espoir. Ce qui était né de la perte avait grandi en une nouvelle vie. Une histoire qui continuait chaque jour, dans chacun des sourires de Claire, dans chaque découverte des jumeaux, dans chaque moment qu'ils partageaient en tant que famille qu'ils étaient devenus. Une nouvelle histoire. Une nouvelle famille. Un nouveau commencement.